C'est vrai qu'on a beaucoup vu de Syriens pressés et tenter de rentrer chez eux. Certains ont franchi la frontière immédiatement après l'annonce de la chute du régime, mais ce n'est pas le cas de tous aujourd'hui. Non, pour plusieurs raisons, il y en a qui temporisent. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes qui règnent. Déjà, une inquiétude parce que il y a une grande instabilité. Il y a comme qui accompagne toute transition démocratique, toute transition politique dans les pays où il y a un renversement du pouvoir encore plus là dans ce type de situation. Et également une inconnue de l'avenir. On le sait que la Syrie, c'est une mosaïque de communautés. Il y a des minorités ethniques et religieuses, comme on a pu le voir là dans le sujet juste avant. Et ces minorités, il y en a certains qui fuient la Syrie, donc ceux qui sont à l'étranger voilà, sont réticents à vouloir revenir parce qu'ils veulent attendre de voir ce qui les attend sur place. Il y a également les personnes qui ont une vie stable ailleurs, que ce soit dans la région, dans d'autres pays arabes, mais également en Europe, qui ont appris une nouvelle langue. Ça fait 13 ans que la guerre a commencé, Exactement. donc on a eu le temps de s'établir ailleurs. Voilà, et puis il y a même des enfants qui sont nés et qui ont grandi ailleurs, qui sont syriens de par leurs parents, mais qui n'ont pas jamais mis les pieds en Syrie, qui ne savent même pas ce que c'est. Et donc, sont scolarisés, ils font des études. Et donc là, la question se pose. On a une vie stable, on sait de quoi l'avenir est fait. Et puis, voilà, il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils aimeraient rentrer pour une visite. D'ailleurs, il y a quelqu'un que notre collègue Dana Alboz sur le terrain en Jordanie a rencontré précisément à la frontière, vraiment aux portes. Et lui, ça faisait 10 ans qu'il vivait aux Émirats Arabes Unis. Donc, on peut imaginer, elle l'a rencontré en plus il y a 2 jours. Donc, lui, il a sauté dans l'avion dès qu'il a pu parce que son père et sa mère sont encore vivants, qu'il meurt d'envie de pouvoir les voir. Et puis là, il n'entrait pas. Donc, elle lui a dit, mais pourquoi vous n'y allez pas? Et il l'a expliqué, eh bien, on m'a dit que si je rentrais, je ne pourrais pas ressortir. Et donc, cette position, elle est vraiment symbole de cette valse hésitation qui tiraille beaucoup de Syriens aujourd'hui. On a vu aussi, évidemment, dans un premier temps, quasi immédiatement, ces images d'une joie immense de ces Syriens qui étaient partis, parfois il y a très longtemps, mais qui sont rentrés pour retrouver des proches. Exactement, il faut comprendre que pourquoi cette ruée, alors avant même de savoir justement pourquoi, si ce sera stable ou pas, parce qu'en fait, rappelons-nous que l'exil des Syriens était un exil forcé. Ils ont quitté leur pays de manière contrainte, leur maison, et il faut aussi essayer de regarder. Ils s'étaient installés dans beaucoup de pays de la région, la majorité dans la région. Il faut aussi regarder quel était leur quotidien à ces personnes qui aujourd'hui regagnent leur pays, parce que ceux qui rentrent, ce sont surtout ceux de la région, pas encore ceux d'Europe. Et beaucoup étaient dans le nord du pays, ils vivaient dans une très grande précarité. Beaucoup étaient sous tente, dans des camps à la merci de tous les vents. En Syrie, les hivers sont très, très rudes. Il y en a beaucoup aussi qui étaient au Liban, en Turquie. Alors, pas tous étaient dans des camps, mais certains l'étaient. D'autres étaient parfois dans la précarité. Et puis au Liban, en Turquie, ils subissaient, en plus de la précarité et du dénuement, parfois un sentiment anti-syrien grandissant, avec notamment au Liban une sorte de xénophobie qui avait atteint les plus hautes sphères politiques, avec un plan de retour qui avait déjà été enclenché, des personnes qui avaient déjà été contraintes de rentrer dans leur pays. Donc, en fait, ils n'en pouvaient plus de leurs conditions de vie et ils languissaient vraiment de rentrer. Et c'est avec une grande joie qu'ils ont retrouvé leur chez eux. Il y a une autre composante à prendre en compte, c'est que quasiment dès le lendemain, plusieurs pays de l'Union européenne n'ont pas attendu pour annoncer, suspendre leur programme d'asile pour les réfugiés syriens. Ça, c'est une autre problématique encore. Oui, c'est le cas de la France, de l'Allemagne, de Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suisse, et j'en passe. Alors, il y a une petite nuance. Par exemple, en France et en Allemagne, c'est pas l'examen des dossiers qui est suspendu. Il y a toujours des personnes qui étudient les dossiers de Syriens. C'est la décision qu'on rendra plus tard. On temporise pour rendre la décision, mais il y a d'autres pays qui sont encore plus fermes que ça là et qui vont jusqu'à vouloir réexaminer les dossiers des réfugiés statutaires. Donc ça veut dire des personnes qui sont installées depuis longtemps, qui ont un titre de séjour pour réfugiés. On veut essayer de voir si le motif pour lequel on leur a accordé l'asile n'est pas caduc à la lumière des développements récents. D'autres pays ont une ligne encore plus ferme? Oui, c'est ça. C'est donc la Suède, l'Autriche et le Danemark. Ils ont restreint le regroupement familial également. Et là-bas, les personnes statutaires sont devenues maintenant menacées. Mais au vu de la situation, dernière question, Amara, encore incertaine et précaire en Syrie, ces annonces, est-ce qu'elles ne sont pas un peu hâtives? Oui, beaucoup d'ONG s'inquiètent de voir l'Union européenne, parfois alimentée par l'extrême droite et des campagnes électorales en cours, se hâter à restreindre ce droit d'asile des Syriens. L'ONU également a appelé à la patience ces pays de l'Union européenne, surtout au regard de l'incertitude qui règne et de la question des minorités sur place.